Bonjour à tous et bienvenue donc au Printemps des territoires et surtout à cette table ronde consacrée aux petites villes de demain. Le programme des petites villes de demain a été lancé, on va le rappeler, en octobre 2020. L'objectif de ce programme est d'accompagner financièrement les villes de moins de 20 000 habitants dans leurs projets de revitalisation, de décarbonation et de réindustrialisation. Moins de 4 ans après le lancement, eh bien, les projets commencent enfin à se concrétiser. Mais comment la Banque des territoires accompagne et finance ces porteurs de projets et transformation écologique de petites villes? Eh bien, grâce à nos invités, on va découvrir tout ça. Et justement, on va faire un rapide tour de table pour vous présenter, messieurs. Franck Chéniaud, au milieu, vous êtes le responsable du service programme Bonjour. Petites Villes de demain. Bonjour à vous et bienvenue. Avec vous, on reviendra sur ce programme qui s'étend jusqu'en 2026. Kevin Pouilly, à Bonjour. l'extrémité, bonjour à vous. Vous êtes chargé de développement territorial sur le département de l'Aisne. Avec vous, on reviendra donc sur la création de cette série dans les Hauts-de-France. Et puis Claude Kerjean, bonjour à vous Bonjour. et bienvenue. Vous êtes à la direction régionale chargée de développement territorial Bretagne. Et avec vous, on va évoquer le projet culturel unique de la loco à Quimperlé. Et on va tout de suite aller dans le vif du sujet avec vous, Franck Chéniaud. Finalement, avant même de découvrir ces exemples très concrets, on va revenir plus largement sur ce programme baptisé Les petites villes de demain. Finalement, qu'est-ce qu'on appelle les petites villes? Les petites villes de demain, c'est effectivement un programme national. Ça veut dire qu'il est piloté par l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et j'en profite pour saluer Dominique Concile, qui nous fait l'amitié d'être là, qui est la directrice des programmes à l'ANCT. Et donc, il vise ces petites villes qui sont appréhendées comme des villes de moins de 20 000 habitants. Et qui occupent des fonctions de centralité, c'est-à-dire des villes qui possèdent des équipements, des services, des activités qui sont utiles au-delà de la ville elle-même à tout un bassin de vie, pardon, et qui ont donc une fonction particulière dans le maillage et l'organisation du territoire, qui fait qu'on a une attention particulière sur le fait qu'on peut voir des signes de fragilité, je dirais, gagner ces petites villes. On a des actions, enfin des effets assez symptomatiques sur les questions de vacances commerciales, de vacances du logement, parfois de dégradation des espaces publics, enfin toute une série de symptômes qui peuvent entraîner ces villes dans une spirale de dévitalisation. Et le rôle qu'elles jouent dans nos territoires, qui sont souvent des territoires ruraux, fait qu'il est tout à fait important d'être à leur côté pour leur permettre d'inverser ces tendances et de se doter de projets qui sont à la fois des projets de redynamisation et inscrits dans, bien sûr, des perspectives de transformation écologique des territoires. Ouais, et justement, on va voir que ça marche avec ces deux exemples. Ça commence à marcher. Ouais, c'est ça, ça commence à marcher parce que on va le dire tout au long de cette table ronde, mais ça prend du temps aussi. Et alors justement, quand on parle de petites villes, vous vous en doutez, le nom est bien trouvé puisque parfois on ne les connaît pas, ces petites villes, ou on a du mal à les situer. Kevin Poyer, on va aller sur le terrain avec vous pour découvrir justement ces projets sur les programmes. Alors on va découvrir un projet qui est en train de s'implanter sur une commune de France située dans le département de l'Aisne, en Hauts-de-France. Il s'agit de la commune d'Annecy-le-Grand et on a été jusqu'à, et oui, vous mettre une, une carte de France parce qu'on va être honnête, sans faire offense aux habitants de cette commune, mais finalement c'est aussi ça le programme Petites Villes de demain, c'est aussi aller chercher ces petites villes. Oui, absolument, Edwige. Donc on est sur une série qui s'implante en ce moment même à Anisy-le-Grand. Donc Anisy-le-Grand, ça se situe entre le chef-lieu du département de l'Aisne qui est Laon, et puis effectivement Soissons et donc Paris. Voilà, on est sur une commune de 2600 habitants. Oui, c'est ça. Et donc ce projet dont on va parler, il s'agit d'un projet de scierie unique, presque en France, sera livré durant l'été. En quoi finalement cette série baptisée la Scierie Forêt Vivante, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans les médias, est unique en France? Expliquez-nous.
Oui, alors c'est effectivement un projet de Syrie qui a fait l'objet d'un reportage sur une émission de France 5 et qui est assez exemplaire puisqu'on est sur une Syrie qui va couper du bois et donc du bois à 70 km aux alentours du projet avec un bois qui en plus sera labellisé, c'est-à-dire qu'on sera un bois sur une coupe Pro Silva, donc on évite les coupes rases dans les forêts. Et en plus, on aura un flash code sur tous les produits de la scierie qui certifieront l'origine du bois et qui en plus sera revendu dans les Hauts-de-France ou dans l'Île-de-France, puisque comme je le disais, on n'est pas très loin de l'Île-de-France non plus. Et donc on est sur un projet qui est assez exemplaire et un projet qui est aussi pivot, puisque à travers ce projet, on va permettre de fournir du bois pour les industries du bâtiment, pour l'industrie de l'ameublement, et pour un territoire comme le Hauts-de-France, c'est assez important, puisque en fait, les bois sont plutôt situés au sud de la région, et on a de grandes difficultés à obtenir du bois pour tous les industriels. Et alors, on va le rappeler, bien sûr, l'objectif du programme Petite Ville de demain, c'est notamment de décarboner et d'aider à la réindustrialisation. Là, on coche ces cases. Absolument. Allez, on va partir sur un autre territoire, un autre projet, direction l'Ouest, dans le Finistère à présent, pour un projet culturel, puisqu'en novembre prochain, eh bien, on ouvrira un tiers-lieu à Quimperlé. Ce lieu culturel accueillera une salle de concert, un espace de coworking et un bar, ainsi que des formations. Claude Kerjean, vous êtes, on va le rappeler, un chargé de développement territorial Bretagne. En quoi, finalement, ce projet s'inscrivait dans le programme de Petite Ville de demain ? Parce que Quimperlé a pas mal de difficultés économiques et on pense qu'il y a du potentiel et il y a certainement ce genre de projet peut y trouver vraiment sa place. On était en plus sur une friche qui est une ancienne halle de fret sur le parvis de la gare SNCF de Quimperlé et cette halle était abandonnée depuis plusieurs dizaines d'années. Et la collectivité ne savait pas trop quoi en faire. Donc, quand ces porteurs de projets ont présenté donc, ce que vous venez d'indiquer, les 4 activités qu'il va y avoir dans cette ancienne halle, ils ont vraiment compris que là, il y avait quelque chose à faire pour la redynamisation du centre-ville de Quimperlé et donc la création d'emplois aussi, parce que c'est un projet qui va être aussi créateur d'emplois. Donc, ça rentre vraiment pareil, dans les critères. De PVD. C'est ça, Franck Chéniaud, finalement, avec ces 2 exemples très concrets, on est sur 2 projets complètement différents, on l'a bien compris. Cela signifie que les programmes des petites villes de demain n'ont finalement pas de limite. Tout est possible. Tout est possible, on y travaille. Il n'y aurait pas cette promesse immédiatement. En tout cas, tout est envisageable. Et je crois que c'est le grand écart d'ailleurs qu'on a proposé entre culture et industrie. C'était aussi une manière de montrer la souplesse des accompagnements qu'on peut proposer. Mais surtout, ce qui est remis au centre avec les petites villes de demain, c'est pour inverser ces logiques qui peuvent mener à la dévitalisation, la nécessité de se doter d'un projet global de redynamisation, un projet urbain d'ensemble dans ces petites villes et finalement d'accompagner les élus dans une manière de faire projet qui est un peu différente et qui peut être les sort d'un certain nombre de réflexes qui parfois les amènent à agir au coup par coup. On a une problématique, on la traite, c'est un bout de rue par ici, c'est un bâtiment par là, c'est une rénovation de services publics par ici. C'est bien sûr bien de le faire et nécessaire et utile, mais l'ambition de PVD, c'est vraiment d'amener ces territoires à se doter de ce projet global et de leur donner les moyens de le faire. Et donc nous, on est une banque et financeur de projets, donc notre objectif, c'est de permettre à ces projets de trouver leur financement au travers des prêts qu'on peut proposer ou des montages en investisseurs par lesquels on peut accompagner des entreprises privées.
Mais pour que ces projets puissent émerger dans un contexte favorable et dans un projet global de territoire, il est nécessaire de renforcer fortement l'ingénierie, ce qu'on appelle l'ingénierie de Ouais, ces on va y petites revenir, villes. ouais. Et c'est là-dessus qu'on fait un effort tout à fait particulier en tant que Banque des territoires en apportant 200 millions d'euros sur la durée du programme, autant pour soutenir les chefferies de projet dans ces petites villes que pour accompagner leurs études sous maîtrise d'ouvrage ou pour prendre en charge toute une série d'expertises qu'on peut amener pour faciliter la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Ouais, et on va y revenir en effet sur l'ingénierie. Cette table ronde se poursuit. On accueille bien sûr ceux qui nous rejoignent. On le précise, vous êtes là sur scène, mais vous aussi, vous serez acteur de cette table ronde, puisque dans quelques instants, eh bien, on ouvrira aussi le micro pour vous, cher public, et on va poursuivre. On va rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet et comprendre finalement en quoi le programme Petite Ville de demain a pu aider ces projets. Claude Kerjean, pour ces lieux finalement culturels à Quimperlé, 2 porteurs de projets sont des porteurs privés, on va le rappeler. Ils n'étaient donc pas finalement au fait de toutes les obligations, et ça on le comprend. Comment le programme a pu les accompagner ? Alors, on a pu mettre en place un marché à bon de commande, donc une mission financée à 100% par la Banque des territoires, pour aider à la fois les porteurs de projets et la collectivité à cerner les attentes et les besoins, notamment en termes de structuration juridique. Il y a eu la mise en place d'un BEA, d'un bail amphithéotique entre la collectivité et les porteurs de projets. C'est la mission qui a permis de montrer que c'était le scénario qui était le plus adapté. Et puis, les porteurs de projets ont vraiment été énormément aidés par la mission qu'on a pu financer en termes pour caler leur plan d'affaires, pour voir quel était l'équilibre économique qu'ils pourraient trouver. Et pour aider aussi à la recherche de subventions, parce que le projet est fortement subventionné. Et c'est grâce à la mission qu'on a pu mettre en place, et grâce donc à PVD, que je pense même que le projet s'est fait, puisque sans cette mission, je pense que les porteurs de projets auraient eu beaucoup de mal à se cadrer et à savoir par quel bout commencer. Oui, c'est ça, parce que pour qu'on comprenne bien, Ouais. ce cabinet, finalement, son rôle, c'était de quoi ? De fouiller tout ce qui était possible donner effectivement les pistes d'optimisation à la fois pour la collectivité, pour savoir comment est-ce qu'elle devait rester propriétaire de ces bâtiments, ce qui est le cas, mais où est-ce qu'elle devait le vendre. Les porteurs de projets qui ne savaient pas quelle était la structuration juridique à retenir, qui ont créé donc une SIC, et puis tout le volet financier qui a été très important aussi dans la mission, et qui leur a permis de monter un BP qui tenait la route et qui nous permettait, nous, de passer ce dossier en comité d'engagement et d'avoir un avis favorable. Ouais. Ouais. Alors, on s'en doute, évidemment, ces subventions ont été très utiles, mais pas toujours simples à obtenir. C'est important de le rappeler qu'on peut être accompagné par la Banque des territoires, mais ce n'est pas toujours simple. Ça ne veut pas dire que tout est facile quand on est accompagné. Ça n'a pas été facile, déjà parce qu'entre le début du projet en 2021 et sa concrétisation il y a à peu près un an, en juin 2023, là où on a passé le dossier en comité d'engagement. La loco, c'est à peu près 2,4 millions d'investissement. Et entre 2021 et 2023, le coût des matériaux de construction, en moyenne, sur l'ensemble de ce qui était prévu sur le projet, a augmenté de 48%. Donc, ce qui est énorme, et qui commençait à faire un plan d'affaires de plus en plus tendu. Et la partie subvention donc, que les porteurs de projets ont été cherchés, ils ont frappé à beaucoup de portes, notamment avec des fonds européens, avec la région Bretagne, a permis de boucler ce plan d'affaires, puisque sur les 2,4 millions, on est à un peu plus d'1 million d'euros de subventions, ce qui est énorme. Et donc tant mieux, ça a permis de sortir le projet. On va partir à nouveau dans le nord, si vous le voulez bien, dans le nord-est même de la France, à Annecy-le-Grand, on va le rappeler, pour évoquer donc cette scierie unique. Kevin Pouillet, avant que la Banque des territoires finalement soutienne le projet, il a fallu aussi que les porteurs de projets fassent leurs preuves. Expliquez-nous.
Oui, alors comme le disait Claude, on a quand même quelques règles d'intervention au sein de la Banque des territoires et notamment on veut être la banque de l'impact, la banque aussi de la transformation écologique et donc sur un projet comme une scierie, c'était un peu sensible sur la coupe du bois. Enfin très honnêtement, moi le label ProSilva, avant que le porteur de projet m'en parle, je ne le connaissais absolument pas. Mais donc du coup, on a cherché à mesurer l'économie carbone de ce genre de projet. Et on est sur un projet qui va permettre de réduire de 400 tonnes de CO2 l'impact lié notamment à la coupe du bois et éviter d'avoir un bois coupé dans les Hauts-de-France et ensuite envoyé, alors quand tout va bien, en Europe de l'Est, puisqu'on a aussi un contexte où on a beaucoup de scieries qui ferment en France. Donc là, déjà, parler d'une ouverture, c'est plutôt rare. Et en plus, on a un point de départ sur ce projet où on a l'Union européenne qui finance le projet à hauteur de 30% et on rencontre de grosses difficultés pour bancariser le projet. C'est-à-dire qu'en fait, on a des banques qui, au départ, ne veulent pas prendre le risque d'aller sur ce projet. On a une banque qui s'est positionnée et ensuite, on a eu 2 refus bancaires. Donc, du coup, on rencontre le porteur de projet en présence de la collectivité locale et il nous fait ce constat-là où lui, il est certain que le projet va aboutir. Il a beaucoup de demandes de la part d'industriels. Il a aussi des forestiers qui sont totalement... ils sont vraiment assez déçus de devoir vendre du bois pour l'export, alors que finalement on pourrait tout à fait le valoriser sur le territoire. Et donc on part de ce constat-là avec un échange qui est opéré avec la mission PVD pour financer via un marché à bon de commande une étude de marché pour venir convaincre un peu tous les porteurs de projets, y compris les banques, que finalement ce projet, on peut le faire, qu'il y a un modèle économique et en plus, la Banque des territoires peut aider en apportant un financement via un prêt. Ouais. Alors, effectivement, vous le parlez, forcément, les banques, elles ont un autre regard quand vous êtes là. Alors absolument. Après, donc du coup, on a fait une petite pause avant d'en reparler aux banques. On a mené l'étude avec le prestataire. Il se trouve que c'est notre filiale, la 7, qui est opérée sur cette mission. Et ensuite, on est revenu en reparler avec des banques régionales, donc de type Caisse d'épargne ou Crédit Agricole, qui nous accompagnent également sur ce genre de projet. Franck Chéniaud, on l'entend avec nos 2 invités, il s'agit de 2 porteurs de projets privés au profit de la collectivité. Et ça compte aussi. Il est indiscipliné. Ça m'arrive. Franck, effectivement, on le disait, on l'entend, ce sont des porteurs de projets privés au profit de la collectivité. Et ça compte. Oui, tout à fait. C'est aussi, je dirais, un des aspects quand on parle de revitalisation. Bien près de vous le micro. Bien près de moi le micro, oui. C'est aussi un des aspects importants quand on parle de redynamisation. C'est au fond comment dans ces territoires les investisseurs privés sont en capacité d'intervenir ou de réintervenir et de faire en sorte que toute l'économie ne repose pas non plus sur l'intervention publique ou de la subvention. Et donc c'est souvent une des questions d'ailleurs sur lesquelles les collectivités nous interpellent, savoir comment on peut les aider soit à attirer, soit à faire venir, soit à accompagner ces projets privés. Dans le périmètre des petites villes de demain, on a pour ça un outil tout à fait particulier, puisqu'on est quand même une banque qui a souvent plus vocation à financer des acteurs publics. Mais on a un prêt qui s'appelle le prêt de renouvellement urbain PVD, alors qui est la déclinaison dans les PVD de prêts qui se font aussi dans les villes Action Cœur de Ville, mais qui sont vraiment destinés à des géographies prioritaires et qui nous permettent d'accompagner des acteurs privés dans ces territoires, dans la mesure où ces projets s'implantent dans le périmètre qu'on appelle ORT. Alors désolé pour le côté un peu techno, c'est l'opération de revitalisation territoriale, mais c'est très concret, c'est-à-dire que c'est un périmètre à l'intérieur duquel on peut déployer des outils de financement qu'on ne peut pas proposer à l'extérieur. Donc ça a vraiment un effet PVD a vraiment un effet de géographie prioritaire
qui permet de faciliter quand même le financement de ces projets et dans le meilleur des cas d'embarquer d'autres financeurs pour voir se réaliser ces projets privés. Alors on a parlé bien sûr de l'accompagnement de la Banque des Territoires. On va parler aussi du concret. Finalement, quid de l'avenir derrière? On le rappelle, le programme Petite Ville de demain accompagne les projets notamment de revitalisation. On l'a vu avec vous, Kevin Pouilly. Quelles sont finalement les conséquences directes de l'implantation de cette série? Les conséquences directes, déjà pour le porteur de projet, c'est que ça a permis de le rapprocher de notre autre filiale qui est la Société Forestière. Génial. Et en fait qui exploite des bois dans le département de l'Aisne. Et donc du coup, la problématique aussi pour ce projet, c'est d'avoir du bois labellisé ProSilva, bien entendu. Et donc, il y a aussi tout un travail qui est en cours avec la Société Forestière chez nous pour vraiment lui fournir du bois. Donc, on sent bien, tout à l'heure, je parlais d'un projet pivot, on sent bien qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'opère en fait sur ce projet. On arrive à mobiliser, on arrive à mobiliser d'autres acteurs, nos filiales, et puis aussi d'autres industriels qui s'interrogent. On a aussi des industriels qui s'implantent dans les Hauts-de-France et qui désormais entendent parler de ce projet. Et donc, on est sur une première étape de ce projet et on a prévu une emprise foncière pour pouvoir l'agrandir. Et peut-être que demain, on pourra à nouveau accompagner ce porteur de projet pour continuer à la transformation, à valoriser le territoire et finalement à recréer une nouvelle dynamique qui permettra de le réindustrialiser, mais aussi d'attirer une nouvelle attractivité pour cette petite ville de demain. Et notamment, l'un des objectifs, c'est aussi la création de l'emploi. Là encore Absolument. aussi, la case est cochée. Absolument, la case est cochée, on a 4 premiers emplois et peut-être demain on en aura davantage du coup. C'est évidemment tout ce qu'on souhaite à cette série. Claude Kerjean, on a parlé des différents financements essentiels évidemment, mais finalement ça va bien plus loin. Vous avez eu un rôle essentiel aussi, bien plus que de financement. Oui, de soutien aussi, parce qu'on a tous eu des doutes, enfin principalement les porteurs de projets, parce que c'est quand même eux qui prennent le risque principal, mais avec, comme je le disais tout à l'heure, l'augmentation forte du coût des matériaux, on s'est demandé à un moment si le projet était viable. Et donc on était là aussi pour rester en soutien des porteurs de projets pour pas qu'ils se découragent. En plus, les deux porteurs de projets sont tous les deux très, très attachants. On est devenus copains. Enfin, ça crée des liens et on a vraiment envie de voir le projet aboutir. On aurait été très malheureux, nous, à la Banque des Territoires, si on avait dû dire non, parce que si on n'y allait pas, les autres banques n'auraient pas suivi non plus. Et le projet ne se faisait pas. Donc, il y a vraiment des liens humains qui se créent. Oui, et ça compte aussi de le rappeler, parce que depuis tout à l'heure, depuis 20 minutes, on parle de financement, mais l'humain est au cœur aussi, finalement. Et l'humain, bien sûr. Oui, c'est des projets que l'on souhaite vraiment. On n'a qu'une envie, c'est d'inaugurer ce type de... Et ça, ce sera en novembre. Et ce sera en novembre. Ouais. Encore quelques mois. Ouais. Franck Chéniaud, on le voit avec ces deux exemples très concrets. Des programmes se concrétisent sur les 1645 programmes signés depuis 2020. Où on en est aujourd'hui, finalement ? Alors aujourd'hui, on est à une étape, je dirais, de basculement du programme vers la réalisation des actions. On a eu un premier temps qui était plutôt consacré à l'élaboration des plans d'action de ces petites villes de demain. Et donc, je dirais, ce passage se concrétise par la signature d'une convention cadre. Et aujourd'hui, quasiment toutes les petites villes de demain ont signé cette convention cadre qui fixe leur programme d'action. Et donc, on bascule complètement vers la phase de réalisation. Ce qu'on constate, c'est que dans ces conventions, en général, on trouve une quarantaine, en moyenne, une quarantaine d'actions. Donc, c'est dire que les programmes sont aussi larges et ambitieux. C'est aussi bien, je dirais, le traitement physique du tissu urbain, où on va trouver des questions d'aménagement, de cadre de vie, de mobilité, de stationnement, de rénovation de l'habitat, de patrimoine, et puis toute une série d'actions sur plutôt les activités comme le commerce, tout ce qui concerne le sport loisir, l'accès aux services. Et ensuite, on trouve également des actions plus transversales de transition énergétique et de participation, d'animation, de participation citoyenne
qui sont aussi un volet important de ces projets de redynamisation. Donc maintenant, Mais ça prend du temps, mine de rien, parce qu'on l'a dit, finalement, le programme a été lancé il y a quelques années, et c'est finalement seulement maintenant, quand on parle de concrétisation. Pourquoi autant de temps ? Alors seulement maintenant, je mettrai un petit bémol, c'est que dans cette quarantaine de fiches actions qu'on trouve en moyenne dans les conventions, il y en a souvent un petit 10% qui sont déjà réalisés. Donc les PVD n'ont pas attendu de signer pour se mettre dans l'action, dans l'action, à commencer à concrétiser. Mais c'est long parce que justement il faut sortir de ce mode coup par coup et il faut se prendre le temps de comprendre, de poser le diagnostic du territoire, de voir où sont les leviers d'action, les orientations, d'imaginer les actions, de construire les financements, de réunir les partenaires, de mettre tout le monde d'accord, d'aligner les planètes, comme on dit maintenant. Enfin, c'est un travail sur un écosystème. C'est aussi ça en fait que mes collègues décrivaient quand ils parlent de la mise en relation qu'on peut faire avec les porteurs de projets, c'est qu'à chaque fois, il faut embarquer tout un écosystème d'acteurs. Et tout ça prend un peu de temps. Effectivement, ça a été quasiment les années 2021, 22 et un bout de 23 sur le programme qui ont permis de réunir tous ces éléments-là. Maintenant, ils sont là. Et on passe donc dans la phase d'accompagnement et de réalisation. Ça va même plus loin, puisque vous accompagnez toujours plus dans la transition. Expliquez-nous finalement. Oui, alors pour aller un peu plus loin encore dans l'accompagnement des projets vers leur concrétisation, on a musclé avec l'appui de l'Europe d'ailleurs, de la Commission européenne, le dispositif en apportant un complément qui s'appelle PVD+. D'ailleurs, vous aurez un pitch sur le sujet en début d'après-midi, ne le manquez pas. Voilà. C'est très bien. Et donc ce dispositif nous permet d'apporter de l'expertise pour aider les porteurs de projets dans leur recherche de financement vert. Donc justement, tous ces financements qui sont finalement conditionnés à des critères écologiques et environnementaux, d'abord les petites villes ne les connaissent pas forcément tous. Oui. Et en plus, ils peuvent parfois s'imaginer que leurs projets qui concernent, comme je l'ai dit, de l'aménagement, du stationnement, la reprise de la place, le parvis de la gare, etc., peut-être ne sont pas assez extraordinaires pour bénéficier de ces financements. Et en fait, bien sûr que si, ils le peuvent. Donc ce qu'on apporte avec PVD+, c'est un regard qui va leur permettre d'améliorer leur projet au regard des différents critères environnementaux et donc d'aller mieux chercher tous ces financements verts qui sont disponibles et qui sont en attente de projets. Donc une des clés de la réalisation pour nous de tous ces projets, c'est vraiment de les accompagner plus fortement dans l'amélioration de la prise en compte des critères écologiques et l'obtention des financements que cela permet. Ouais. Alors avant qu'on vous donne la parole, cher public, on va rebondir quand même sur ce que vous disiez. Ça veut dire que les collectivités qui seraient là, finalement, il ne faut pas qu'elles hésitent à venir vous voir, qu'elles ne se disent pas « mon projet est trop petit ». C'est un appel aussi aujourd'hui. Tout à fait. Il n'y a pas de projet trop petit, il n'y a pas de projet mal fichu ou pas assez vert. Tout se travaille. Il y a des marges de progrès, on peut les identifier et on peut mettre les moyens d'accompagnement qui permettent de progresser, parfois de combler le gap et d'obtenir finalement que les projets soient financés. Allez, on l'a dit, cette table ronde, c'est aussi pour vous, cher public. Alors, un micro va passer parmi vous, donc n'hésitez pas. C'est l'occasion aujourd'hui de poser des questions, des doutes, peut-être même des angoisses, justement, à savoir si un projet est viable pour le programme. Devant. Alors, n'hésitez pas à poser bien le micro devant vous pour qu'on vous entende bien. Bonjour à vous. Bonjour à tous et merci pour la présentation de ces deux projets vraiment très intéressants à Annecy-le-Grand dans l'Aisne, un magnifique département qui mérite d'être connu, et puis pour la présentation du projet à Quimperlé aussi dans le Finistère, également un très très beau département, là où on a le plus grand nombre de kilomètres de côte, vraiment un peu loin mais à découvrir. J'avais une question qui pour Monsieur Kerjean. Donc, nous avons vu avec ce projet de tiers-lieu qu'il était possible de financer des projets à des hauteurs importantes pour développer des tiers-lieux dans des petites villes de demain. Ma question concerne le fonctionnement, parce qu'on a souvent de très beaux projets de tiers-lieux. On arrive avec un peu de difficulté à réunir tous les financements pour financer l'investissement.
Par contre, ce sont des projets où le bouclage du fonctionnement au quotidien peut être difficile. Dans ce type de projet, comment vous pouvez accompagner les porteurs de projets pour les aider à s'assurer que demain, le fonctionnement pourra aussi être couvert avec les différentes recettes de fonctionnement de l'équipement? Alors, on n'est pas peut-être les premiers à intervenir ensuite quand l'exploitation commencera, mais on reste de toute façon en soutien, en conseil si besoin. On a quand même examiné de façon très détaillée leur BP et on s'est assuré que le projet était viable. Il y a toujours un risque, évidemment. Notamment, ils ont quand même aussi beaucoup travaillé sur le périmètre de clientèle potentielle. C'est également un endroit central de Quimperlé, mais qui rayonne jusqu'à Lorient, dans le Morbihan, qui n'est qu'à une vingtaine de kilomètres, ou Quimper, si on va plus vers l'ouest. Donc le potentiel de clientèle est important. Ils ont vraiment beaucoup travaillé sur leur BP, donc aidés par le cabinet Calia Conseil qui leur a permis de boucler tout ça. Mais si... Alors là, il y a déjà eu du retard dans les travaux, donc ils vont commencer les recettes vont commencer à tomber un peu plus tard que prévu. On est là aussi, éventuellement, si ça se passait mal, pour réaménager la durée du prêt, revoir certaines échéances. Enfin, on les accompagne. Personne n'a intérêt à ce que le projet se plante. Voilà, mais après, c'est un tout. On est confiant parce qu'on a aussi un fort soutien des élus qui ont besoin de ce type de lieu particulier, qui en plus sera magnifique, donc qui attirera sans doute bien au-delà des 30 ou 40 kilomètres. Et donc, on a toutes les raisons de penser que ça va marcher. En tout cas, ça veut dire que l'accompagnement, effectivement, ne s'arrête pas à l'ouverture, très concrètement, en non, novembre. on restera en contact. Oui. On est là aussi pour intervenir si vraiment il y avait des difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'aurais une question. Quelles sont les perspectives futures pour Petites Villes de demain après 2026, et notamment pour les communes ou les collectivités qui s'engagent dans ce programme, disons, un peu tardivement? Voilà. Quid de l'après 2026? Je vois Dominique qui me regarde avec attention. Je ne détiens pas la réponse à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est que en 2026, il y aura des acquis du programme. C'est-à-dire que les petites villes, elles auront leur plan d'action complet, elles auront réalisé une partie des actions. Donc il y aura sans aucun doute un héritage PVD dans chacune de ces petites villes. Et donc je pense qu'elles auront de quoi le faire fructifier. Ensuite, je pense qu'on ne peut pas exclure que quelque chose qu'on ne connaît pas encore prenne le relais. Mais là, les décisions seront prises en temps et en heure, mais pour l'instant, on n'a pas les éléments de réponse. Mais en tout cas, je pense que partout où une dynamique est créée, cette dynamique prendra de l'ampleur au-delà de 2026. Sous-entendu, n'hésitons pas à se lancer en tant que collectivité. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire. Il arrive. Merci à vous. Pardon. Et vous évoquiez le soutien des élus. Est-ce qu'il prend la forme de garanties apportées, parce qu'on a bien compris que c'était les structures privées qui empruntaient, est-ce qu'il y a des garanties qui sont apportées par les collectivités locales? Pas sur mon dossier, non. Non plus. Alors ça peut arriver. Quand même. Ça peut arriver quand même. Donc c'est pas systématique, vous l'aurez compris. Et on a aussi d'ailleurs, quand on fait par exemple du PRU pour des acteurs privés, on doit trouver souvent 50% de la garantie du côté des collectivités. Mais on a travaillé aussi sur ce dispositif justement dans le cadre du programme InvestEU avec la Commission européenne. Et donc on a une possibilité maintenant d'aller chercher de la garantie au niveau du programme InvestEU, donc sur des fonds européens, pour accompagner les PRU PVD qu'on fait dans les PVD. Alors c'est un peu
une micro-niche, une micro-offre, mais on a aussi cette corde à notre arc dans certains cas. Je pense à un autre tiers-lieu qui s'appelle Cultivons les cailloux, qui est un tiers-lieu d'auto-entrepreneurs sur plutôt autour des sujets de santé, bien-être, donc qui est dans une autre petite ville dont le nom m'échappe à l'instant. Il a pu bénéficier à la fois du PRU et de cette garantie qui a apporté le complément de garantie au projet, sans lequel il n'avait pas accès au prêt. On poursuit avec vos questions, bien évidemment. On est là pour ça, profitez. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et donc, dans cette première table ronde consacrée au programme des petites villes de demain. Vous avez une question peut-être, monsieur, au fond? J'avais cru. Je peux peut-être ajouter Ben, sur le bien sûr. soutien des élus, Oui. puisqu'ils n'ont pas apporté de garantie, mais ils ont notamment prévu de refaire complètement le stationnement autour de la halle de fret et d'augmenter la capacité du parking pour aider aussi la loco à pouvoir à ce que les clients puissent se garer à proximité. Donc il y a ce soutien-là. Et le bail amphithéotique qui a été signé l'est aussi pour un loyer plutôt symbolique de 6 000 € par an, donc qui ne va pas non plus gréver voilà, c'est un soutien indirect, mais c'est un soutien important quand même du projet. Oui, et c'est peut-être quand même malgré tout inévitable que la collectivité soutienne financièrement Oui, ou pas. oui. Mais... Et puis les collectivités, souvent dans PVD, ne sont pas des communes ou des intercos très riches et essayent de faire comme elles peuvent pour accompagner ces projets, mais sans avoir beaucoup d'argent à mettre sur ces projets-là. Ils ont d'autres priorités et des porteurs de projets entièrement privés, ils ne peuvent pas les accompagner de façon complètement. trop importante. Ouais. D'où l'intérêt effectivement aussi d'avoir des porteurs de projets privés qui osent finalement, peut-être Franck Chéniaud. Oui, c'est essentiel, hein, comme je le disais tout à l'heure, la relation un peu vertueuse, je dirais, entre la collectivité et le privé dans une dynamique de revitalisation, c'est que la collectivité finalement travaille. Oui, voilà. La collectivité finalement travaille tout, je dirais, l'environnement d'implantation du projet, hein, et c'est souvent le foncier, l'immobilier, les aménagements extérieurs, le contexte urbain dans lequel le projet va pouvoir s'implanter. Donc ça, c'est ce que la collectivité peut fournir. Et ensuite, la viabilité économique, donc le fonctionnement, c'est effectivement des recettes de nature privée qui l'assurent dans le long terme. Dans le cas de la Syrie, c'est assez clair. Dans le cas de la loco, on l'a peut-être pas assez dit, mais il y a quand même un bar de nuit avec une certaine capacité d'accueil, une salle de spectacle et un centre de formation aux arts du spectacle, qui sont des centres de recettes pour ce projet et qui peuvent, dont on peut espérer qu'ils assurent quand même son équilibre à terme. Hein. C'est l'idée, effectivement. Oui, c'est l'idée. Allez, peut-être encore une question ou deux, n'hésitez pas. Sinon, effectivement, on va clore cette table ronde avec peut-être l'annonce, Franck Chéniaud, vous le disiez tout à l'heure, peut-être redire que vous alliez présenter cet après-midi PVD+. Alors, c'est l'occasion, faites votre pub. C'est le jeune homme qui est là-bas au fond, qui se cache, Mathieu, donc, qui est à la direction des relations internationales et européennes et qui nous accompagne depuis longtemps sur ce dossier, puisque c'est quand même pas des dispositifs faciles à mettre en place, il faut bien le reconnaître, mais disons on a internalisé cette complexité pour proposer aux collectivités quelque chose de très simple à déclencher et qui est vraiment dès maintenant à leur disposition. On a déjà un peu plus de 80 missions qui sont en cours sur ce dispositif. Donc ça démarre, mais il ne faut vraiment pas hésiter. Maintenant, il faut le faire connaître, il faut que les collectivités s'en emparent, il ne faut pas hésiter à y avoir recours. Même pour ceux qui se seraient réveillés un peu tardivement. C'est 14h15 en scène 3, c'est ça? Voilà. Eh bien, rendez-vous pris. Merci. Voilà. Oui. Alors, peut-être pour être tout à fait complet, je vous Allez, signalerai oui. aussi que sur Petite Ville de demain, donc on a fait toute cette action sur l'ingénierie. C'est d'ailleurs un peu plus de 2600 missions d'ingénierie qui ont été cofinancées et 1200 qui ont été prises sur le marché à bon de commande, donc prises en charge à 100%. Donc ça vous donne quand même une idée de
de la volumétrie et de l'implication de la Banque des Territoires dans ce programme. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire après. Vous évoquiez l'ingénierie. Mais oui, j'évoquais le sujet de cette ingénierie qu'on peut apporter, où on a déjà effectivement une certaine massification de l'intervention qui a été permise sur les petites villes de demain. Mais ça, c'est pas que du financement. Pardon ? On va le rappeler, c'est pas que du financement. L'ingénierie, c'est aussi de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement, Ouais. voilà, c'est ça. Mais ça permet quand même d'aller passer par la case financement qui permet la réalisation Évidemment. des projets. Ouais. Merci à vous trois Merci à vous. pour vos témoignages. Merci à vous d'avoir été aussi présents pour cette première table ronde des printemps des territoires. Très belle journée à vous et peut-être rendez-vous dans quelques instants pour la suite des tables rondes. Merci. Merci.